Je dis mes droits face à l'État. 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 Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de cette tribune des droits de l'homme, la participation de la Commission nationale des droits de l'homme de la République du Congo au 3e forum Sud-Sud sur les droits de l'homme par visioconférence dans la première partie. Et dans la seconde, vous suivrez la suite des journées portes ouvertes de la CNDH dédiée à l'exposition des textes portant sur la protection des droits humains. Tenu le 8 décembre dernier sur initiative du gouvernement chinois, le 3e forum Sud-Sud sur les droits de l'homme a regroupé plus de 400 participants tant en présentiel qu'en visio. À cette occasion, la République du Congo a fait entendre sa voix à cette grand-messe sur les droits de l'homme à travers Valère Gabriel Etekaimeta, président de la Commission nationale des droits de l'homme. Pour en savoir davantage sur cette participation de la CNDH, je vous propose ce document réalisé par nos équipes. Excellences, Mesdames et Messieurs du Bureau d'information du Conseil d'État de la République populaire de Chine, Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Mesdames et Messieurs les membres des délégations au 3e Forum Sud-Sud sur les droits de l'homme, distingués délégués, permettez-moi tout d'abord, au nom de la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme de la République du Congo, d'adresser mes vives et sincères félicitations au peuple et au gouvernement de la République populaire de Chine qui ont su faire montre de détermination en poursuivant l'organisation du Forum Sud-Sud sur les droits de l'homme et qui est aujourd'hui à sa 3e édition. Nos encouragements aux différentes délégations, aussi bien des États que des ONG et associations de la société civile, qui ont également exprimé leur volonté de s'associer à la Chine pour débattre des sujets très importants ayant trait aux droits de l'homme, dont le thème principal s'intitule « La priorité au peuple et la gouvernance globale en matière de droits de l'homme ». En ce qui concerne l'intervention de la délégation de la République du Congo, elle sera consacrée au sous-thème 3, à savoir le multilatéralisme et la gouvernance dans les droits de l'homme. Considéré comme un cadre de concertation et mécanisme de négociation et de résolution de problèmes, le multilatéralisme est une approche qui a connu une évolution spectaculaire au fil des années en raison de ses nombreux succès. Au siècle passé, les pères fondateurs de l'Organisation des Nations Unies, en recourant à l'approche multilatérale en 1945, avaient déjà compris que l'interdépendance était le ciment qui pouvait favoriser le développement des relations de paix durable entre les nations. D'où la création de l'ONU, dont la charte constitutive entre en vigueur le 24 octobre 1945 et qui souligne au préambule que les peuples des Nations Unies sont résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre, proclamer à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité du droit des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites. Ainsi, la Charte jette incontestablement les bases d'une société internationale nouvelle où la sécurité des nations et la garantie des droits de la personne humaine sont clairement proclamés. En effet, le maintien de la paix et de la sécurité internationale et le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes sont des aspects des droits de l'homme. D'ailleurs, le droit à la paix figure parmi les droits de la 3e génération, c'est-à-dire les droits des peuples.
L'adoption le 10 décembre 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'Assemblée générale des Nations unies constitue un grand pas franchi par la communauté internationale dans le domaine de la gouvernance mondiale en matière des droits de l'homme. Ainsi, l'Assemblée générale adopte la Déclaration universelle des droits de l'homme et le proclame comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. À ce jour, les Nations unies disposent d'un grand éventail de conventions relatives aux droits de l'homme qui constituent une source d'inspiration et de conduite de la gouvernance mondiale. D'un point de vue de la méthode, nous pouvons déjà percevoir la dynamique qui s'instaure entre le multilatéralisme et la gouvernance en matière des droits de l'homme. En somme, l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme constitue une victoire éclatante du multilatéralisme sur l'unilatéralisme. C'est le lieu pour la délégation congolaise de saluer la clairvoyance des autorités chinoises qui ont eu l'idée de créer ce forum Sud-Sud sur les droits de l'homme, plateforme multilatérale pour examiner les problèmes auxquels les pays en développement sont confrontés. La délégation de la République du Congo est persuadée qu'au fil du temps, ces assises pourront donner lieu à une institution formelle. À cet effet, la délégation congolaise exhorte dans ce sens. La délégation congolaise exhorte le gouvernement de la Chine à persévérer dans ses efforts de stimulation des pays en développement à promouvoir le respect des droits de l'homme. En effet, cette démarche fait partie des préoccupations prioritaires du président de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, grand défenseur des droits de l'homme et des peuples, qui, dans son message sur l'état de la nation, le 17 décembre 2019, devant le Parlement réuni en congrès, a déclaré avec détermination: qui peut laisser croire que le respect des valeurs universelles liées aux droits intangibles de la personne humaine n'est pas une préoccupation pour le gouvernement? Qui peut laisser croire que la promotion des droits humains ne constitue pas un engagement politique dans notre pays au regard de la réinstallation du bureau de la Commission nationale des droits de l'homme après quelques années de vacances? L'armature juridique dans notre pays donne la possibilité à tous nos compatriotes victimes de violations de libertés individuelles et collectives ou de droits humains de faire recours à la loi pour défendre et faire prévaloir leurs droits. Mesdames et messieurs, distingués délégués, tenant compte des réalités nationales de la Chine, nous disons que ces priorités sont en harmonie avec les dispositions de l'article 1er, paragraphe 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui souligne que tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement le statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. La République du Congo, en ce qui la concerne, accorde une attention toute particulière à l'indivisibilité des droits de l'homme. En effet, l'Assemblée générale des Nations unies déclare par sa résolution 421-5 du 4 décembre 1950 que la jouissance des libertés civiques et politiques et celle des droits économiques, sociaux et culturels sont liées entre elles et se conditionnent mutuellement, et que l'homme privé des droits économiques, sociaux et culturels ne représente pas cette personne humaine que la Déclaration universelle envisage comme l'idéal de l'homme libre. Parmi les droits économiques, sociaux et culturels, la République du Congo réserve une place importante au droit à la santé. Conscient que c'est un droit fondamental qui fusionne avec le droit à la vie, le tout premier des droits de l'homme, le gouvernement congolais, en relation avec d'autres pays en développement et la Chine, a été parmi les premiers dans le monde à appliquer avec fermeté les mesures barrières de lutte contre la pandémie de Covid-19. À travers l'état d'urgence régulièrement répandu par le Parlement,
le gouvernement du Congo reste vigilant et continue de renforcer les mesures de prévention, y compris la vaccination. Mesdames et messieurs, distingués délégués, sans la paix et la sécurité, il n'y a pas de développement. Aussi, le président de la République du Congo soulignait-il avec force, dans le même message sur l'état de la nation, « Aucune ambition n'est possible sans la paix. La paix a depuis toujours été notre credo, car nous en connaissons le prix, ici ou dans d'autres pays, où nous avons été mis à contribution dans le cadre de la recherche de solutions aux conflits. » Cet extrait du rapport annuel sur l'activité de l'ONU de 1994 nous édifiera sur les relations entre la paix, les droits de l'homme et le développement. La paix est une condition de développement. Le développement véritable d'un État doit être fondé sur la participation de la population. Cela exige à la fois la démocratie et le respect des droits de l'homme. Sans développement, la démocratie perdra ses fondements et les conflits se multiplieront. Sans démocratie, un développement durable est impossible. Et sans développement, la paix ne saurait être longtemps maintenue. Cependant, la démocratie a une nature propre à valeur universelle, mais elle ne peut exister que réfractée à travers des matières historiques infiniment diverses, si bien qu'il n'y a que des démocraties à la fois mêmes et autres, comme l'énonce Jean Bachelet. Les peuples de la Chine et des pays en développement ont donc le droit de déterminer librement leur modèle de démocratie, car derrière les discours dominants et les règles de transparence, de gouvernance ou de bonne gestion qu'on impose aux États, se cache bien souvent le cheval de Troie qui défait leur souveraineté. Aussi, préconisons-nous l'adhésion des pays en développement à la pensée du président chinois, son Excellence M. Xi Jinping, dont la politique étrangère a pour but, je cite, de défendre la paix mondiale et de promouvoir le développement commun. Ensemble, avec les peuples du monde entier, nous œuvrons pour bâtir un monde propre et beau, caractérisé par la paix durable, la sécurité universelle, la prospérité commune, l'ouverture et l'inclusivité, et nous promouvons inébranlablement l'édification d'une communauté de destin pour l'humanité. Aussi, le président de la Commission nationale des droits de l'homme de la République du Congo appelle-t-il les pays en développement à la participation régulière à cette grande messe. Il est important pour les pays en développement de faire front commun avec la République populaire de Chine et créer une plateforme de coopération gagnant-gagnant. Nous pensons que la Chine, de par sa taille, sa puissance économique et technologique, sa richesse culturelle et ses ressources naturelles immenses, est à même de conduire la locomotive sud-sud. Nous ne terminerons pas notre propos sans encourager les délégations des pays en développement à continuer de participer aux assises du Forum Sud-Sud sur les droits de l'homme que la République populaire de Chine organise désormais à intervalles réguliers tous les 2 ans, à s'unir pour construire un monde meilleur à travers un développement durable, une coopération gagnant-gagnant et une bonne gouvernance de la solidarité, la paix, la justice, la liberté, la tolérance et le respect mutuel. Madame, Monsieur, comme annoncé dès longtemps, la deuxième partie de cette émission est consacrée à la suite des journées portes ouvertes de la CNDH. Journée portes ouvertes dédiée à l'exposition des textes portant sur le respect, sur la protection des droits humains en vigueur en République du Congo. Et pour cette suite, nous vous présentons l'intervention de Madame Virginie Ndesabeka, la directrice générale du CRIDEF. Le CRIDEF, c'est le centre de recherche, d'information et de documentation sur la femme. Son intervention a porté sur les textes relatifs aux droits de la femme en République du Congo. Les droits fondamentaux de la femme, c'est un ensemble de droits inhérents à la femme, donc propres à elle. C'est aussi un ensemble de prérogatives qui leur sont reconnues.
Et ces droits, comme ceux de tous les autres êtres humains, sont inaliénables puisque nous naissons et nous demeurons libres et égaux en droit. Ces droits, je vous ai dit, ils sont séquencés dans différentes catégories. Nous avons d'abord la famille des droits civils et politiques. Nous avons ensuite les droits économiques, sociaux et culturels, qu'on appelle aussi les droits de la quantième génération ? Merci. Et nous avons enfin les droits sexuels et reproductifs qui font couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive à travers le continent, puisqu'il y a cette question de la gestion des droits sexuels. Nous ne sommes pas dans cette optique-là, puisque nous sommes plutôt dans la question des droits à la santé sexuelle et reproductive. C'est l'appellation que nous avons retenue dans notre pays. On ne parle pas des droits sexuels et reproductifs, nous parlons des droits à la santé sexuelle et reproductive. Et je vais vous expliquer la différence. Alors, concernant les droits civils, c'est tout ce qui vont garantir au minimum l'intégrité physique, morale de la personne humaine. Merci. Par exemple, le droit à la vie. Le droit à la vie fait partie de nos droits civils. Dans le droit à la vie, on a la défense de la torture. On ne doit pas torturer qui que ce soit, lui infliger des traitements inhumains, dégradants, mettant à nu sa dignité. Ça relève d'une violation de son droit à la vie. Et le droit à la vie, je vous le rappelle, c'est le droit le plus sacré que nous ayons. Et c'est le premier droit qui est défendu par notre Constitution. Passons aux droits politiques maintenant. Les droits politiques, c'est ceux qui permettent la participation à la vie de la communauté et de la société. Il s'agit précisément du droit de participation à la vie politique. Les femmes dans notre pays ont toujours eu le droit de faire de la politique, et ça, je m'en félicite, parce que sous d'autres cieux, ce n'est pas donné. Le droit de vote, les Congolaises, depuis que la République du Congo existe, ont toujours voté. Ce n'est pas le cas en Arabie Saoudite, où les femmes n'ont pas, bien qu'ayant la citoyenneté, n'ont pas le droit de voter. Le droit d'être éligible. Oui, une femme peut briguer des hautes fonctions politiques, si elle remplit les critères. Le droit à la liberté de réunion et d'association, oui, une femme peut créer une association à des fins politiques pour des objectifs communs à elle et à ses membres. Mais sur ce chemin-là, on a quand même un petit recul par rapport à nos sœurs d'Afrique et d'ailleurs. À ce jour, il n'y a qu'une seule femme présidente d'un parti politique. Le droit d'exprimer librement son opinion, ça fait partie aussi des droits politiques. Et c'est aussi chez nous un droit constitutionnel. Et voilà pourquoi à chaque élection, vous avez toujours comme une mise au point du Conseil supérieur de la liberté, de l'information et de la communication qui va donner les règles du jeu aux différents candidats pour les scrutins en fonction. Le droit à la santé sexuelle et reproductive maintenant, c'est de permettre à une femme, je parle ici uniquement des femmes, de décider librement et en toute responsabilité du nombre d'enfants qu'elle souhaite avoir, de l'espacement des naissances et de disposer des moyens de contraception. Alors, on va décortiquer tout ça. En République du Congo, le code pénal interdit, parce que considéré comme étant un crime, l'avortement. Au Congo, la pratique de l'avortement, même thérapeutique, n'est pas légale. Même si c'est pour sauver la vie de la mère, même si c'est pour sauver la vie de l'enfant, on n'a pas le droit d'avorter, de pratiquer l'avortement. Il faut le savoir. Vous avez beau être muni des meilleures intentions du monde, vous allez finir votre vie en prison si on porte plainte contre vous. Il n'y a aucune circonstance atténuante.
Même l'enfant issu d'un viol a droit à la vie. Vous ne pouvez pas avorter pour ça. Les droits culturels, enfin, ceux de la dernière génération, ce sont ceux qui se rattachent au mode de vie culturel d'une communauté. Ils incluent le droit de participer librement à la vie culturelle de la communauté. Alors, la liste des instruments juridiques qui garantissent les droits fondamentaux de la femme, elle est très longue. Elle n'est pas exhaustive non plus. On a essayé vraiment de vous partager. Je crois que quand vous allez faire le tour des tables, vous allez retrouver un livret qui a été édité par le ministère en charge de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, où vous pourrez voir dans le détail ces différents textes. Mais je voudrais que vous reteniez qu'ils sont séquencés. Il y a le volet international, il y a le volet régional, il y a le volet sous-régional et il y a le volet national. Au niveau international, on a bien sûr la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui a été ratifiée en 1960 par la République du Congo. On a toutes les conventions sur les droits politiques de la femme, 1952, la Convention sur la nationalité de la femme mariée de 1957, la Convention sur la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement de 1960. Je vous rappelle que les deux premières diplômées dans leur secteur respectif sont Jeanne Vial et Aimée Mambouniali, les premières femmes diplômées du Congo et qui ont eu accès aux études supérieures. Et Jeanne Vial n'est pas enterrée ailleurs qu'au Congo, hein. Elle est ici, au cimetière du centre-ville. La CEDEF dont je vous ai parlé, hein, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, donc un texte très important au niveau international, avec toutes les conventions connexes et les protocoles qui lui sont associés. La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'implication des femmes dans la prévention et la résolution pacifique des conflits, en temps de conflit et post-conflit. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, que nous avons ratifiée en 2000. Et le tout dernier, en matière internationale, je citerai la Charte sur les droits en matière de sexualité et de reproduction de novembre 1995. Au niveau régional, nous avons la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, que le Congo a ratifié en 1982, le protocole de Maputo, qui est le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, relatif aux droits des femmes, adopté le 11 juillet 2003 et ratifié par la République du Congo en décembre 2011. Et je vais aussi citer la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, puisque dans Femmes, je vous ai dit, il y a aussi la fille, de 2006. Là, nous étions au niveau régional. Au niveau sous-régional, nous n'avons pas de texte à proprement parler, mais nous avons des déclarations. On a la déclaration solennelle des chefs d'État et de gouvernement, pays membres de la CEMAC, sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans notre sous-région. On a également la déclaration de Goma sur le viol comme arme de guerre. Et c'est un texte qui a été pris par la conférence internationale sur la région des Grands Lacs que la République du Congo présidait jusqu'en décembre 2020. C'est l'Angola qui a pris le relais lors du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL. Nous avons également une déclaration très importante qui est dans le contexte actuel sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Il s'agit de la déclaration de Kampala de 2011 qui prend des actions concrètes en matière de prévention, en matière de prise en charge, y compris des auteurs de violences, et en matière de sanctions.
Et l'avant-projet de loi qui a été soumis à l'examen du Conseil de cabinet et qui a été validé avec amendement au niveau du Conseil de cabinet reprend exactement cette configuration. Prévention, prise en charge des victimes, prise en charge des auteurs et sanctions. Et pour les femmes vivant avec le VIH-Sida, pour les femmes autochtones, pour les femmes enceintes, pour les femmes vivant avec handicap, c'est-à-dire des femmes que le gouvernement congolais considère comme étant des femmes vulnérables, tout auteur de violence aura le double de la peine que si ça avait été commis sur une femme autre que celle que je vous ai citée. Au plan national, nous avons, et le commissaire Adouki me corrigera si j'ai fait une erreur dans la comptabilité, mais on a un peu plus de 11 constitutions, et toutes les constitutions de la République du Congo ont toujours affirmé dans leur préambule le caractère sacré de la personne humaine et le principe en matière de protection des droits de l'homme en général, et ceux de la femme en particulier, qui ont été signés et ratifiés par le Congo, intègrent tous le corpus du préambule de notre Constitution. D'abord, du Code de la famille, de la Charte des droits et libertés de 1991, le Code de la famille c'est 1984, la Charte de l'unité nationale de 1991 et la politique nationale genre qui en est aujourd'hui à sa deuxième génération qui va, dans le plan d'action, se termine là le 31 décembre 2021. Et donc, le ministère en charge de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme est en train de travailler à l'évaluation de cette politique de deuxième génération et à l'élaboration de la politique de troisième génération qui va prendre en compte les questions liées à la femme et à l'environnement, parce que le changement climatique est aussi l'une des premières sources de pauvreté des femmes. Il y a également tout ce qui est ressources minières, femmes et gestion des ressources minières. Nous avons ici à Brazzaville les femmes casseuses de pierre, qui sont dans l'informel le plus total, mais qui ramènent des revenus conséquents et qui participent à la vie économique dans ce secteur. Et un autre secteur qui n'avait pas vraiment été ressorti au niveau des politiques nationales genre précédentes, enfin des plans d'action, c'est la question de la femme vivant avec handicap et de la femme autochtone. Donc là, il y aura dans le plan d'action des axes précis pour cette catégorie de femmes vulnérables, sans stigmatisation. C'est ce qu'on appelle ici de la discrimination positive, comme l'exemple que j'ai pris pour la loi portant lutte contre les violences faites aux femmes, qui va sanctionner plus sévèrement les auteurs qui vont s'en prendre à ces catégories de femmes. Alors, aujourd'hui, nous avons des lois que je ne dirais pas spécifiques, mais qui comportent des éléments de protection des droits de la femme, le Code du travail. Le travail des nuits des femmes au Congo est strictement réglementé. Le Congo est l'un des rares pays en Afrique et dans le monde, c'est le 5e pays, après les pays scandinaves et les États-Unis d'Amérique, qui promeut le lien mère-enfant. Une femme qui accouche en République du Congo a droit à ses heures d'allaitement. Quand bien même l'enfant n'est pas nourri au sein, elle a droit à ses heures d'allaitement, jusqu'à ce que l'enfant ait 18 mois, donc presque 2 ans. Ça, ce sont des dispositions spécifiques aux femmes. Les hommes, vous êtes des papas, oui, vous avez 3 jours de congé de paternité, mais vous n'avez pas droit aux heures d'allaitement, même si c'est vous qui donnez le biberon. Ça, c'est propre, c'est une disposition favorable pour les femmes. Pareil pour le travail de nuit. Il n'y a que les femmes infirmières et militaires qui échappent à ça, puisqu'elles font les gardes comme leurs collègues, et les femmes médecins. Mais autrement, les autres femmes, même les femmes ingénieurs,
bénéficient de cette disposition sur le travail de nuit des femmes. Madame, Monsieur, nous voici au terme de ce numéro de la Tribune des droits de l'homme. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve prochainement dans un autre numéro.